Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous allons parler du parc amazonien avec son nouveau président, Claude Susannon, qui a pris ses fonctions depuis le 26 novembre dernier. Claude Susannon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Focus Info. On regarde justement cette prise de fonction. C'était le 26 novembre, un sujet de Denise Léa Joseph. Herman Charlotte n'est plus à la présidence du parc amazonien de Guyane, place qu'il occupait depuis la création du parc en février 2007. Il annonce aussi sa sortie de la mairie de Saül et souhaite une bonne continuation à toute l'équipe du parc amazonien de Guyane. Ça fait des années que je sers, donc je pense qu'il est grand temps maintenant que je puisse prendre une bonne retraite qui est bien méritée. Donc c'est pas seulement la présidence du parc, mais ce sera aussi au niveau de ma mairie aussi. Donc vous voyez, donc je pense que je mérite. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un outil qui est mis à notre disposition pour développer justement notre pays. Donc je pense, moi, ce que je peux dire aux gens, l'outil qui nous est donné, c'est vrai, il y aura toujours des problèmes. Mais les problèmes, on est là, nous les responsables, on est là justement pour surmonter ces problèmes. Donc gardons cet outil et faisons cet outil évoluer. Durant les 6 ans de présidence d'Herman Charlotte, Claude Susannon était son vice-président. Aujourd'hui, il se retrouve à la présidence du parc amazonien de Guyane. Une présidence provisoire, une nouvelle élection est prévue dans 5 mois, ayant pour cause les élections municipales. L'un des objectifs est d'avoir un maximum de communes qui adhèrent au parc, et pour cela, il faudra prendre en compte les changements au sein des mairies. Bien, avec beaucoup de plaisir, même si je sais que y a beaucoup de travail qui m'attend là-dessus, puisque nous sommes dans une phase importante de la charte. Donc je me suis engagé et puis je vais faire du mieux pour mener à bien cette tâche. J'accorde beaucoup d'importance à l'implication des élus, hein, et c'est pour ça que je suis tout à fait dans cette démarche. Hein. Voilà Claude Susannon, nouveau président du parc amazonien de Guyane. Claude Susannon, vous êtes le nouveau président. Pourquoi vous déjà, et qu'est-ce qui vous excite à ce point d'être à la tête d'un parc tant décrié? Oh, ça ne m'excite pas tant que ça. Ça vous excite pas? Disons que le parc, c'est vrai que cela fait quand même 6 ans que je suis premier vice-président. Tout à fait. Le milieu de l'environnement, ces problématiques d'espaces protégés, je les connais bien. Et puis, je pense que l'on est dans une phase quand même assez délicate. C'est important de bien connaître les dossiers pour pouvoir progresser. Maintenant, par rapport à peut-être cette durée qui pourrait être écourtée, hein, puisque normalement les élections c'est pour 6 ans, moi je suis vraiment d'accord pour remettre en jeu mon mandat parce que c'est vrai que c'est intéressant si ce sont des personnes du territoire qui sont à la tête de cet outil. Alors, vous succédez à Herman Charlotte. Quels seront vos champs d'action? On ne peut pas, quand on voit le délai, effectivement, assez court, on a l'impression que c'est un vote, une sorte de statu quo. Je rappelle, c'est jusqu'en avril. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, disons que c'est la conjoncture qui s'est passée qui a été comme ça, parce que au départ, c'est depuis le mandat s'arrêtait en fin février de l'année dernière, c'est-à-dire 6 ans après la création du parc. Et on a obtenu un délai qui n'a été que de 6 mois. C'est pour ça qu'on était dans l'obligation pour que fonctionne le parc. Et il y a quand même des règles, il y a des budgets à voter, etc. On était obligé de faire cette élection. Il était impossible de retarder cette date. Donc ça veut dire que vous allez véritablement travailler si vous remettez votre mandat. Non, parce que non, les enjeux quand même sont importants. Bon, vous savez que il y a en effet cette adhésion à la charte par les communes, mais il y a aussi tous ces problèmes qui concernent la situation de l'orpaillage qui portent fortement préjudice à la population. On va en parler sur en le deuxième territoire partie aussi. Voilà, donc non, moi je crois que tous les temps sont importants. Et il y a des choses qui vont continuer, il y a des choses qu'il faudra lancer aussi, et on verra par la suite. Alors l'adhésion à cette fameuse charte, c'est pour quand? Comment ça se passe? Alors là, nous avons déjà passé plusieurs étapes de la démarche, c'est-à-dire que nous avons vu le passage dans les différentes instances, et puis validation par le Conseil d'État,
accord du Premier ministre. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et fin octobre, donc, nous avons abouti sur cette partie-là. Maintenant, le dernier mot revient aux communes, aux personnes des conseils municipaux des différentes communes du territoire, pour savoir si ce contrat, parce que la charte, c'est quand même un contrat entre les communes, le parc, l'État, pour savoir si sur une liste d'éléments que l'on a établis ensemble, bien sûr dans un cadre défini, puisque les parcs nationaux ont des statuts, voir si on est d'accord à s'engager pour faire aboutir cette charte. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si une charte est définie pour 10 ans, normalement, elle peut être réduite à la demande, si on veut, disons, revoir certains points de la charte. Donc je veux dire, c'est quand même une démarche qui est assez souple. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture et c'est pour ça que je m'étonne parfois que ça soit source de blocage, puisque en fin de compte, quand on regarde bien la charte, et je crois que... Parce que certains ont quand même l'impression que c'est écrit dans le marbre. Non. Et qu'une fois qu'on a signé une charte, c'est comme une loi. On a l'impression qu'on peut plus trop toucher à quoi que ce soit. Donc il y a des choses, bien sûr... Il y a de la méfiance chez certains. Oui, mais il y a de la méfiance, peut-être parce que nous n'avons pas assez bien communiqué, peut-être aussi parce que certains n'ont pas lu le document. Mais je veux dire, c'est quand même moi je trouve que c'est un document drôlement novateur. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas autorisées aussi pour les gens. On a co-construit et je pense que l'intérêt des populations, avec tout ce que l'on voit dans les démarches que conduit le parc, c'est-à-dire la valorisation des savoirs, le respect des cultures, le développement local, etc. C'était quand même bien qu'il y ait une sorte de contre-pouvoir pour quelque part vous obliger à faire un travail un peu différent. Ah non, mais ça c'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la démocratie. Mais justement, Monsieur Vernet, là-dessus, le jeu de la démocratie. Vous savez bien qu'au niveau du parc, il y a des bassins de vie. Il y en a 11. Ben dans ces bassins de vie, il y a des conseils d'habitants quand même. Si on n'appelle pas ça de la démocratie participative, je ne sais pas ce que c'est. Donc les gens se réunissent, se font remonter leurs demandes, etc. Ça se discute, ça se retrouve au comité de vie local. Je veux dire, c'est quand même une démarche très dynamique qui rentre bien dans le cadre du développement durable que l'on souhaite tous. La manière dont vous présentez le parc, on a l'impression qu'effectivement, au-delà des critiques, tout est critiquable bien sûr, que les choses ont l'air quand même de bien avancer, de par votre communication. De nombreuses fois, Jean-Maurice Montout lui-même, chargé de la communication, est venu nous expliquer certaines choses. Pourquoi autant de crispation de la part de certains? C'est quoi cette méfiance-là alors? Je ne sais pas, peut-être que... On a l'impression que vous ne dites pas tout. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a... Vous voyez, je vous parle franchement. Il y a eu des promesses qui ont été faites et qui sont difficilement tenues. Et c'est le parc qui en paye les pots cassés, disons. Je sais pas, l'orpaillage, par exemple, ce n'est pas la lutte contre l'orpaillage, ce n'est pas une vocation d'un parc national. Les autres parcs nationaux s'occupent de la nature, de gérer les milieux, le patrimoine, etc. Nous, on se retrouve avec des actions qui s'imposent à nous, parce que il faut que le parc, les populations vivent dans de meilleures conditions. Mais c'est pas à nous de courir derrière des Garine-Perros. Et pourtant on dit ah ouais mais le parc aurait dû. Non, ce n'est pas le parc, c'est l'État qui aurait dû le faire. On va en parler avec nos deux autres invités tout à l'heure. Encore deux dernières questions. Et il y a quelques individus, notamment du côté de Saint-Georges, voire Saint-Laurent-du-Maroni, qui sont déçus de la politique du parc et qui vous quittent. Apparemment, les actions sont difficiles à mettre en place. Pourquoi ils partent? Ça, je peux pas. Il faudrait leur demander à eux. Vous communiquez avec eux. Oui, on communique. Non, mais faudrait leur demander. Maintenant, chacun perçoit à sa façon ce qu'il reçoit du parc. Je crois que c'est un petit peu ça. Ça peut être autant un problème peut-être de gouvernance, un problème de non réalisation de ces vœux du départ. Mais enfin, en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que vous voyez tout ce qui est fait sur le territoire. Je crois que les Guyanais devraient se rendre sur le territoire, ou alors peut-être que
les archivistes devraient montrer ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, parce qu'en 6 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées. Et je vois, j'en ai pour preuve, les essais en tout cas que l'on fait, et je pense qu'il y a des tas de porteurs de projets qui vont se reconnaître, on essaye de développer pour responsabiliser les gens. C'est important quand même que les gens se sentent reconnus, qu'ils sachent que ils peuvent dans cet univers qui n'est pas si facile, ils peuvent monter quelque chose, être responsables de quelque chose, le valoriser, grandir et aider leurs frères du bassin de vie. Quand avec les programmes leaders, donc on aide les porteurs de projets à monter leur petite unité touristique, à faire leur transport, etc. Je veux dire, ce n'est pas rien. Et ça, c'est le parc qui s'en occupe. Donc, c'est vrai tout n'a pas été fait en 6 ans, mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que beaucoup a été fait et que la vision que l'on peut avoir sur le littoral n'est pas la vision qu'ont les gens de l'intérieur. Claude Susannon, c'est la première fois qu'on vous reçoit en tant que président du parc amazonien de Guyane. On aura l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises, puisque le parc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire également. On va entendre en deuxième partie d'émission Gérard Clairvaux, que vous connaissez bien, de l'association Chimacan, et Guylaine Bourguignon également, que vous connaissez. Dites-nous pourquoi. Eh bien, parce que c'est la première vice-présidente du parc. Et elle fait partie aussi des hurleurs, voilà. de Guyane. Ce sera donc nos invités en deuxième partie de Focus Info. En tout cas, je voudrais quand même insister sur le fait qu'un outil comme le parc, avec une loi qui a été un peu adaptée en 2006 pour la problématique du parc qui a des populations qui vivent à l'intérieur, c'est quand même un gros avantage et je crois que l'on ne doit pas s'en priver. Très bien, on verra ça avec nos deux invités pour la deuxième partie du Focus Info. À tout de suite. Voilà, c'était Claude Susannon, donc président du parc amazonien. Peut-être une petite réflexion avant de vous poser la première question. Gérard Clairvaux, que vous inspirent les propos du nouveau président du parc? Alors, Monsieur Susannon est dans la continuité, puisqu'il était premier vice-président. Et il avoue lui-même qu'en France, il n'y a pas d'or. Donc, quand on veut penser à un parc pour la Guyane, il faut penser déjà en guyanais, c'est-à-dire voir les perspectives. Qu'est-ce que ça peut nous porter, ce parc-là? Donc, il y avait déjà le problème de l'orpaillage. Et le parc, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir été construit sur un mensonge originel. C'est-à-dire, le mensonge, c'est quoi? C'était de dire aux gens, avec le parc, il n'y aura pas d'or. Mais d'accord, ceux qui étaient dans la mission parc aussi, ils sont pas responsables des forces armées, des accords politiques. Mais cependant, on ne peut pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir non plus. Et puis après, la question du papa est extraordinaire, parce qu'il s'agit de 70% de promesses non tenues. Alors on va y revenir sur ce que vient de dire Gérard Clairvaux, Guylaine Bourguignon. Alors, hurleur de Guyane, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on parlera d'or, mais pour l'instant, en tant que vice-présidente du parc. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je ne veux pas répondre. Je vais dire que je ne pense pas que M. Susannon soit dans la continuité, puisque M. Susannon, c'est pas M. Herman, même s'il il va faire ce qui est en son nom propre. Et moi, si j'ai accepté cette première vice-présidence, c'est parce que je connais l'actualité, historiquement, la mise en place de ce parc, et j'espère amener mon grain de sel. Ça veut depuis pas la mission parc. Depuis la mission parc. Et je dois dire, c'est pas être en acquiescement avec l'État, c'est justement s'approprier cet outil et ne pas le laisser. De toute façon, il est incontournable. Quand quelque chose est incontournable, qu'est-ce qu'on fait? On reste à l'extérieur et on le critique ou on y rentre dedans pour essayer d'insuffler ce qu'il faut. Moi, par rapport au parc, les critiques sont là pour avancer. Les critiques sont là pour avancer et elles doivent être constructives. C'est-à-dire, quand on critique, on apporte des solutions. Toutes les problématiques du parc, je les connais et je ne suis pas la moins critique. D'accord. Gérard Clairvaux, nouveau président, nouvelle politique, c'est la question que je voulais vous poser. Vous n'y croyez pas apparemment. Pour vous, c'est l'État qui tire les ficelles et on est des marionnettes ici en Guyane ou pas? Alors, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même, il y a une ambiguïté dans le langage. Alors, quand il s'agit de combattre l'orpaillage, on dit que c'est l'État. Mais par contre, quand il s'agit de faire des motions illégales, comme ça avait été le cas pour faire la motion le 6 février 2013 contre le collectif anti-charte, enfin c'est un collectif non à la charte, on avait déjà
porter ça au niveau du public sur une chaîne concurrente. Oui, on voit bien les signatures de M. Suzanan et de M. Charlotte. Alors, alors c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Madame Bourguignon. D'ailleurs, Madame Bourguignon, j'ai été vraiment subjugué par sa réflexion lors du séminaire sur les plantes médicinales, parce qu'elle nous disait que le concept de bio, c'est pas un concept guyanais finalement, parce qu'en fait, nous, on n'a pas détruit notre nature. Le concept de bio vaut pour justement les endroits où il n'y a plus de nature. Alors c'est pour ça que je ne comprends pas justement qu'aujourd'hui on nous dise que les critiques ne sont pas constructives, parce que justement tout ce que nous avons apporté, et merci Madame Bourguignon, parce que c'est la première fois qu'un haut représentant du parc vient débattre avec nous. C'est vrai. Contrairement à M. Suzanon qui reste hors d'atteinte comme quelqu'un de... On a eu du mal à avoir M. Charlotte aussi, à l'époque. M. Charlotte, on l'a jamais eu. On envoyait M. Montout. Et bon, nous, on veut voir aussi les gens qui ont mis en place ce parc. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau supranational, le niveau national, et puis on a le niveau territorial. Alors, je suis pas sûr que Mme Bourguignon, malgré toute son expérience, soit au courant de tout ce qui se passe dans ce parc, de tous les enjeux et de toutes les responsabilités. Alors peut-être n'est-elle pas au courant. L'idée pour elle, c'est de mener le combat au niveau guyanais, au niveau où nous sommes. Non, je suis au courant. Je ne suis pas naïve. Et je suis la première à dire, comme je le dis, je ne suis pas allée dans une réunion d'indépendantistes ou du MDS, quoi que ce soit, pour entendre dire qu'il faut nous défaire de l'hégémonie des pragmatiques, des paradigmes venant de l'Occident, de l'hémisphère nord, et qu'il est temps que nous nous inventions nous-mêmes. C'est à Manaus, dans un grand séminaire de l'université, que j'ai entendu ce propos et que je le prends pour moi. Et il est vrai que la mise en place de ce parc a fait ce défaut. Quand on voit que la chose écrite francophone n'est que le vecteur principal à communiquer, il y a un grand manque. Comment aller communiquer vers des populations qui sont dans l'oralité? Moi, je l'ai toujours dit. Moi-même qui prends le document avec mon bagage, qui sait, etc., qui lit, je vois la complexité des mots, des phrases, des vocables pour me l'approprier, aller voir ceux qui sont uniquement dans l'oralité. Donc, il y a un grand écart. Il y a un grand écart dans la politique de mise en place de ce parc, de cette institution et dans sa praticité sur le terrain. Guylaine Bourguignon, vous êtes membre des Hurleurs de Guyane également, vous faites partie du parc, vous hurlez contre l'orpaillage clandestin, enfin qui nous fait du mal même au niveau de la santé, hein. On parlait du mercure notamment, si ce n'était que ça. Est-ce que le problème ce n'est pas que tout ça se passe à l'intérieur du parc également? Alors vous êtes très bien placé pour nous répondre là-dessus. Alors moi je dirais que l'orpaillage illégal n'existe pas parce qu'il y a le parc. Et certainement, c'est dommage, vu les dispositions étatiques et les messages. Le dernier drame, ce sont les 2 légionnaires qui sont brûlés. Comme par hasard, l'actualité est accrue sur le problème de l'orpaillage illégal, avec les incendies, les exactions, les morts, c'est pire sur le territoire. Donc l'orpaillage illégal n'est pas un fait du parc amazonien. C'est un fait de non-mission régalienne, de non-compétence, de non-efficacité. Parc ou pas parc? Parc ou pas parc. Je veux dire que le territoire... La question c'est, est-ce qu'on peut faire la même chose dans un parc qu'on le ferait ailleurs? Bien sûr. Est-ce que les missions seraient les mêmes? Je vais vous dire, j'ai beaucoup discuté, moi ça. quand j'étais en conseil d'administration du parc amazonien et que j'ai entendu Monsieur Labbé, préfet de la Guyane, dire que toute la population était complice, je me suis insurgée. Parce que non, toute la population n'est pas complice, il ne faut pas recommencer. Il y a des moyens, il y a des dispositifs régaliens qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire la maîtrise du territoire. La France, comme je vous l'ai dit, c'est un grand pays de la chose, de la stratégie armée. Ça paraît incroyable qu'elle n'arrive pas à maîtriser ce territoire, parc ou pas parc. Je sais que Gérard Clairvaux veut discuter là-dessus. Une question quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de crier, parce que vous êtes les hurleurs, dans le vide? On va peut-être crier dans le vide, je ne pense pas, mais il faut crier. Parce que l'orpaillage illégal, c'est un vrai fléau. C'est quelque chose qui n'a pas... Non, je vous ai dit 2-3 choses qu'on apprend. Un qui a brûlé à 50%, l'autre à 85%. Et on va nous dire que ça va rentrer dans les statistiques d'accidentalité, accidentogène, du métier armé, etc.
Non, mais je veux dire qu'il faut se réveiller. À côté de ça, il faut voir ce que vivent les populations sur le territoire. Moi, je me prévaux de parcourir ce territoire. Je suis allée jusqu'à faire le chemin des Émérians, du Haut-Kamoupi jusqu'à Kayodé. J'espère aller jusqu'au Mont-Tumucumac, etc. Il faut y aller. Les populations ne peuvent pas se balader. On est capable de rencontrer un Garine Perros qui se balade dans la forêt avec son sac de riz un peu partout. Les populations ne vont plus tranquillement dans leur abattis. Emmène plus de protection. Voilà. Est-ce que Comment le parc devrait emmener plus de protection? Oui, oui, il devrait emmener plus de protection. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il faut le dire. Et c'est pas parce que je suis première vice-présidente, au contraire, il faut que je le dise, ce n'est pas le cas. Je vois que vous n'avez pas la langue de bois. En ce sens, le parc faillit à sa mission et à ses promesses. Et nous avons eu 2 remises de médailles. Les 2 personnes ressources qui ont reçu ces médailles, c'était leur plus grandes émotions de témoigner de ce que faisait leur paillage illégal sur ce territoire. Alors, nous avons bien fait de vous inviter. Je vois que vous avez un discours franc, en tous les cas. Gérard Clairvaux, sur cet aspect. Oui, donc Chimacan aussi s'est rejoint aux hurleurs et salue cette initiative. Mais n'empêche que ce qui a été promis aux populations, c'était la disparition de leur paillage. Et puis, donc on sait que normalement, les niveaux de mercure autorisés maximum sont de 10 microgrammes par gramme. Et là, on est à 12 au chiffre faible, 12 microgrammes par gramme. Donc c'est quand même assez terrible, c'est une vraie tragédie, on dira. Et par contre, lors de séances de travail de Chimacan, parce qu'on est vraiment dans la construction, on s'appuie sur des documents, et puis on voit une stratégie, on a été quand même largement déçus, parce que quand on a des problèmes de couple, avant d'aller voir un psychologue, on essaye de dialoguer. Et lors d'une séance du 30 août 2011, M. Monerville appelait à la disparition, la fin de l'arrêté par rapport aux zones de libre d'accès. Et Mme Bourguignon, donc vous dites, c'est vrai que cette zone de libre accès a fait beaucoup de dégâts, mais on va joindre au groupe de travail un sociologue et un anthropologue. Et je trouve que cette vision, alors que je sais que vous avez une vision qui est intéressante, il faut arrêter, parce qu'avec ce type de vision, et je crois que le président de la région aussi a dit que oui, on va envoyer des anthropologues étudier, et ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes, il faut les considérer comme nous, donc c'est-à-dire il faut prendre en compte leur ressenti, et on est dans un dialogue, chacun avec son vécu, et c'est dans le débat qu'on fait progresser les choses, et c'est dans cet aspect des choses qu'on s'inscrit. Et les compatriotes qui sont au parc, ils ont signé la charte, et Chimacan avait bien dit qu'il y a vraiment des risques de pillage de la biodiversité, et c'est ça qui nous chagrine aujourd'hui. Alors, il y a des choses scandaleuses aussi qui s'y passent. Il y a eu 2 représentants qui ont été convoqués par le parc, et dont Séfiane Dei. Et le secrétaire général de la préfecture a réalisé une vraie mascarade. Parce qu'en fait, la procédure du droit français, c'est de nommer dès août 2013 le représentant du Grand Mans avec une procédure bien précise où le Grand Mans doit envoyer une lettre signée avec son tampon. Et sur un simple papier non signé par le Grand Mans, quelqu'un, le fiscal, dit représenter le Grand Mans. Et donc, en fait, ce sont des pratiques de division qui sont instaurées contre les Guyanais. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et ce n'est pas la première fois. Et c'est scandaleux. Ça a pris des proportions incroyables. Quand on dit qu'il y a des choses scandaleuses qui s'y passent, parce que nous, on n'a pas forcément tout le temps les moyens du parc pour s'y rendre, mais alors, je ne sais pas, Madame Bourguignon, vous êtes au parc, mais quand même, Monsieur Montout stigmatise, dénonce en fait la télévision ATG d'avoir fait une interview de Gérard Clairvaux du groupe Chimacan pour les plantes médicinales. Et il fait passer le mail à l'intérieur du on parc. fait notre travail. Donc merci ATG de faire votre travail. Sinon, c'est vrai que sur France Guyane, le parc paye des pages à 3 000 €. Donc Chimacan ne va jamais pouvoir s'exprimer très clairement sur cette question du pillage de la biodiversité. Et on veut sensibiliser tous les Guyanais parce qu'il s'agit de nos enfants. C'est pour ça qu'on se bat. On a des intérêts qui sont en jeu pour nous, pour notre population. Alors il nous dit bonjour à 1h20 du matin. Alors je crois qu'il outrepasse sa mission
à suivre le magazine de la télévision ATG avec en dernier intervenant Gérard Clairvaux du groupe Chimacan à 14 minutes. C'est-à-dire 14 minutes du reportage qui parle de pillage de plants de vanille sous l'égide du CS du PAG. Mais c'est une réalité. On parle pas. D'ailleurs, on n'a pas parlé de pillage, mais on a dit que le CS, il a découvert. Ils ont. Dit le conseil scientifique. Conseil scientifique. Je vous entends là-dessus. A fait venir des scientifiques de l'extérieur, alors qu'on nous, les Guyanais, il y a des scientifiques guyanais qui travaillent sur la vanille pour récolter des vanilles. Qu'est-ce que sont devenus ces plants de vanille? Au total, 20 nouvelles vanilles ont été découvertes. Pas sur cette mission, 8 nouvelles, parce que j'avais dit 12, mais en fait, c'est 8 nouvelles. Et c'est ceux que... Donc, on défend nos droits. Et ils seront contents, les membres du CS, d'apprendre qu'ils participent au pillage des ressources naturelles de Guyane. Il faudrait... Alors là, il confond monsieur Didier Béraud, et il dit il faudrait demander à Didier Béraud s'il cautionne tout cela. Alors, on ne comprend même pas pourquoi il nomme le nom de Didier Béraud, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, la directrice adjointe du parc, parce que le directeur, si je ne me trompe pas, est parti, elle dit il faut prévoir une réponse de Bernard Thibault à discuter lors du conseil scientifique où cette séquence pourrait être diffusée. Qu'en pensez-vous? Post-scriptum, ou alors inviter Clairvaux au conseil scientifique, puis l'éliminer. Bon, très bien. Alors là, point, je plaisante évidemment. Alors dans un pays où on a éliminé Michel Capel, Justin Cataillé, René Jatfa, on parle d'éliminer et elle plaisante évidemment. C'est une histoire d'élimination. Mais comment peut-on se comporter comme ça? Et nous, on dénonce tout ça. Alors, mais il faudrait porter plainte. Alors, voilà. Bien sûr, on va vérifier, bien sûr. Voilà. Merci. C'est un scoop là, bien sûr. Et on peut dire à nos téléspectateurs que toutes nos émissions sont sur Internet pendant au moins 2 semaines. C'est toutes ces petites choses-là, j'imagine, ces choses graves à la fin, mais tout ce qu'il a dit, Gérard Clairvaux, j'imagine qui vous dérange peut-être. Moi, ça ne me dérange pas. Vous, personnellement. Groupe humain, combat humain, tout ça en fait partie. Ça ne m'interroge pas, ça ne m'insurge pas. Moi, je serais la première à dire, et je suis désolée, de ce point de vue, on va se rejoindre, et là, il n'y a pas de débat. C'est pas parce que je suis première vice-présidente du parc amazonien que je cautionne tout. C'est pas moi qui ai eu cette volonté politique de mettre cet outil en place. J'y ai contribué en tant que scientifique à l'époque en faisant des études sur le Haut-Maroni, pisciculture, habitat de vivre, habitudes alimentaires, et j'ai suivi cette progression. Aujourd'hui, par le biais de la Chambre de commerce élue, j'accepte d'être dans le conseil d'administration. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un outil, un vecteur qui met en place le parc. Je suis quelqu'un désigné par une institution, élu de cette institution, qui décide de m'y intéresser pour y mettre le plus, le moins, là où j'estime que ça ne va pas. Et là où j'estime que ça ne va pas, c'est justement l'état-major. L'état-major, il vient d'où il vient? Il est étatique. Je veux dire, le jour qu'on aura des personnes ressources locales, comme on dit, aller faire de l'ethnologie, de la psychologie sur le Haut-Maroni avec des personnes qui viennent avec des a priori. Moi, je dis toujours, le jour qu'on aura, heureusement qu'il y a M. Moumou, historien sur le Maroni, mais ce n'est pas suffisant. Le jour que nous pourrons parler de nous-mêmes dans toutes les sciences, on aura gagné beaucoup de choses. Lorsque vous entendez la Guyane mise sous cloche, ça vous irrite? Ce sont des propos qui... Bien sûr que moi, mon background de cursus universitaire, c'est économie de l'environnement et des ressources naturelles. Tout pays se respecte en exploitant ses ressources naturelles. De nos jours, on peut exploiter les ressources naturelles de façon cohérente, précise, encadrée. On ne peut pas prétendre à des subsidages sociaux dont on nous le reproche à tout bout de champ, et aussi on sait le ravage que ça fait, parce que le travail non rémunéré, c'est un autre débat, mais on sait ce que ça fait sur toutes ces populations, et c'est un non-dit effroyable, voilà quoi. Une dernière question pour vous deux. Vous, pour les hurleurs, là, du coup, vous changez de casquette. Vous avez plusieurs casquettes, vous faites plusieurs choses. Dites-nous ce que vous faites, Guyane Bourguignon. Non, c'est trop? Non, d'accord. Non, je fais des petites hurleurs. choses. Alors, ce soir. Parfois, je m'ennuie, vous savez. Alors, bientôt, François Hollande sera dans le département. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous allez l'interpeller en tant que hurleur de Guyane? Est-ce que c'est prévu? Si, c'est prévu. D'accord. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Nous allons lui dire qu'est-ce qu'il fait de notre territoire, quelles sont les promesses
qui ont été prises et qui ne sont pas tenues, que ce soit au sein du parc ou hors du parc? Quelles dispositions d'avenir, état sanitaire des populations de l'intérieur? Et quand est-ce qu'on va considérer la Guyane à part entière comme un territoire français? Gérard Clairvaux, je ne sais pas si vous avez un rendez-vous avec le président de la République, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Donc alors, Ce sera ma dernière question. Il y a une loi sur la biodiversité qui sortira normalement en janvier. On a dénoncé particulièrement le groupe Chimacan, la charte, parce que ce dispositif sort tout droit du commissariat général au développement durable, en partenariat avec la Fondation sur la recherche de la biodiversité. Et ils appliquent que des articles, partiellement la Convention sur la diversité biologique, et les articles 16 alinéa 1 et 19 alinéa 1 et 2 de cette Convention ne sont pas appliqués. Donc ils disent tout simplement qu'il faut de la technologie, de la transformation. Et donc par rapport au rapport de Jean-François Deshaies du groupe Sanofi qui pèse 38 milliards d'euros, nous voyons que nous sommes au regret de voir qu'il y a une application purement et simplement de cette feuille de route dressée par Jean-François Deshaies, et la signature de ce code de bonne conduite va permettre de dire au gouvernement, mais tous les élus étaient d'accord pour cette charte. D'ailleurs, il y avait un code de bonne conduite sur l'accès à la biodiversité et tout le monde était d'accord. Alors que finalement, le plus important, c'est-à-dire la valeur ajoutée qui va nous permettre d'avoir des transferts de technologie, des investissements pour l'avenir, de la formation, des emplois, eh bien, tout ça, ça sera de l'autre côté. Alors, la conclusion pour vous? Oui, pour moi, la conclusion. Ouais. Parce qu'il faut Allez-y, que Gérard. Guillaume. Ne jamais oublier le pouvoir et la règle. Le pouvoir appartient à celui qui fait les règlements. Pour l'instant, ce n'est pas nous qui les faisons. Et c'est bien pourquoi, ça résume un peu toute ma vision et pourquoi mon poste en tant que premier VP. Il y a plein d'incohérences. Le pouvoir appartient à celui qui fait la règle. On a bien compris votre message ce soir. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion autour du parc amazonien. Mon Dieu, il y a encore beaucoup de choses à dire. Gérard Clairvaux, Chimacan, Guylaine Bourguignon, première vice-présidente du parc, mais faisant partie également des Hurleurs de Guyane. Et puis en première partie, il y avait Claude Suzanon, le président du parc amazonien. C'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le Focus, pour se donner rendez-vous demain à la même heure, dès 19h ce soir, de Nos Limites, Vacances, j'oublie tout et Panique chimique, suivi d'écran ciné et un film Confiance brisée aux alentours de 22h55. Passez une excellente soirée sur ATG. Tout de suite, le journal de TF1.